Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, vidéo spéciale hommage à un grand acteur néo-zélandais qui nous a quitté, alors pour vous il y a quelques semaines, quelques jours, Sam Neill, un de mes héros d'adolescence par rapport à Jurassic Park, mais aussi L'Antre de la Folie, plus tard Possession, il y avait aussi Event Horizon, enfin beaucoup de très bons films que j'ai déjà évoqués sur la chaîne, alors j'ai décidé d'en découvrir un pour l'occasion, dans sa période, alors ici australienne, avant qu'il ne soit peut-être, enfin non, pas avant qu'il ne soit connu aux États-Unis ou dans le monde, parce qu'il y a eu Possession avant quand même. Mais là on est en 1989, sur une œuvre réalisée par Philip Noyce, Calme Blanc, ou en version originale, Dead Calm, sorte d'expression maritime quand à l'aube par exemple la mer est vraiment lisse, sans aucun vent. Le calme peut-être avant la tempête, parce que 90% de ce long métrage, voire même plus, va se dérouler sur l'eau pendant un certain temps. Et au casting, fatalement, en mode quasi huis clos, dans un certain sens, nous avons peu d'acteurs principaux. Sam Neill bien sûr, mais aussi Nicole Kidman, un an avant que je ne la découvre dans Jour de tonnerre, par exemple. Et Billy Zane, 9 ans avant qu'il ne soit sur un autre bateau. Faut toujours se méfier quand Billy Zane est sur un bateau. Il faut se méfier. Ce film, finalement, l'annonçait avant Titanic. Alors, l'histoire est assez particulière, une sorte de thriller psychologique, un drame, qui va démarrer bizarrement, d'une certaine manière, par rapport à comment le film va se dérouler par la suite. Avant, je voulais quand même préciser un truc très important. C'est une adaptation d'un livre que je n'ai pas lu, de Charles Williams, mais aussi c'est surtout un scénario de Terry Hayes qui avait coécrit Mad Max 2 et 3, coproducteur ici, là d'ailleurs, avec George Miller. Et ça c'est intéressant à noter. Alors c'est pas Mad Max là, mais on est sur l'eau, puis il y a une sorte d'étendue comme ça, où il se passe des choses. Alors c'est pas Waterworld non plus, parce que Waterworld, soi-disant, c'est une sorte de remake déguisé de Mad Max, ce qui est pas faux, mais j'aime beaucoup Waterworld. Mais bon, restons ici sur ce film australien. Je le disais au début, bizarre, enfin triste introduction, où on voit un capitaine de la Navy australienne, je crois, qui revient chez lui pour les vacances de Noël, pour retrouver sa femme et son enfant, sauf que quand il débarque du train, tout heureux, il va être accueilli par deux hommes qui lui annoncent que sa femme et son gosse ont eu un accident, l'enfant est mort, la femme est à l'hôpital. Et on va revivre en flashback, enfin nous vivre du coup, ce crash où on voit l'enfant voler à travers la fenêtre. Ça donne le ton, une certaine noirceur, une dureté, une âpreté dans ce film. Et derrière, alors pour apaiser son épouse, on peut imaginer qu'il y a eu de certaines convalescences de quelques jours, quelques semaines avant l'hôpital, mais ellipse, on retrouve les deux avec leur chien sur un bateau. Ils ont décidé de partir pendant des semaines, comme pour se purifier par rapport à tout ceci, effectuer un deuil pas facile. D'ailleurs, Ray, l'épouse, fait encore des cauchemars, mais lui, il a l'air de prendre la situation positivement. Enfin, le choc est là au début, mais bon, il faut dire que c'est un militaire expérimenté, enfin, il a de la carrure, quoi, il se laisse pas abattre, bon. Alors, tout va bien sur cette traversée, à part des cauchemars, et bon, elle prend des médicaments quand même, jusqu'au jour où le couple croise, alors qu'ils sont sur une sorte de petit yacht, enfin, quelque chose comme ça, à moteur, ils vont croiser une sorte de goélette à distance qui semble avoir un souci. Et en effet, il y a un gars qui arrive en radeau vers eux, il a l'air paniqué le mec, il se retourne au dernier moment et tout, et bon, en bon samaritain, Sam Neill et Nicole Kidman le font monter à bord. Et il a l'air, c'est vrai, un petit peu désorienté. Faut se méfier, c'est Billy Zane, donc. Et en effet, le gars est un peu plus que désorienté. Alors par rapport à son bateau, qui aurait une avarie, peut-être, bien sûr, le personnage de Sam Neill ira vérifier quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Tant et si bien justement que ce Huey, là, qui est là, va un moment révéler un peu son vrai visage quand, donc, le capitaine, le mari, va vérifier si le bateau est vraiment en perdition. Soi-disant, pendant ce temps, Huey se repose et dort. Non, il va se réveiller et prendre en otage, littéralement,
Ray, l'épouse, et subtiliser le bateau. Et après, évidemment, on va suivre une sorte de potentielle poursuite complexe, puisque notre cher capitaine, mais c'est quand même, il vient de la Royal Australian Navy, hein. Il va essayer de faire fonctionner ce bateau, cette goélette, qui en effet est en train de couler. Donc le compte à rebours est lancé, dans les deux sens du terme. Ça c'est intéressant, gestion des espaces, et à un moment, à distance, comment communiquer sans qu'il y ait la radio qui fonctionne vraiment, une sorte de morse va s'installer là, et ainsi peut-être il donnera les consignes à sa femme pour essayer de survivre. Alors elle est obligée, la pauvre Ray, à un moment, de laisser croire à son agresseur qu'elle serait sous son charme, pour mieux l'amadouer. Ça donne lieu à quand même une scène difficile, d'une certaine façon. C'est un film qui est particulier, donc, hein, disais-je, parce qu'il y a un souci. Je le dis d'emblée, on va commencer par ça, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Hein. C'est toute cette introduction, gestion du deuil et tout, et ellipse, on part sur autre chose, et en fait, limite tu enlèves, on va dire, la cause de ce départ, tout ça. Tu aurais pu en fait les faire partir en vacances, c'était la même. Tu aurais pu les mettre un peu en tension de couple. Allez, on va essayer de se retrouver, de se reconnecter ensemble. Ça aurait été la même chose, en fait. Parce que je ne trouve pas que le trauma qu'elle subit au début joue beaucoup sur ce qui se passe dans le film, si ce n'est que ça fait d'elle une battante qui doit survivre. Survivre parce qu'elle a survécu à l'accident et survivre pour son fils, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui finalement est laissé un petit peu de côté. T'as un peu l'impression que ce film fonctionne sur un scénario d'une simplicité et dépourvu de tout effet supplémentaire, ce qui en soi n'est pas un mal. Et en effet, l'intrigue est un peu bâton, facile à dire. Mais pourquoi du coup avoir tenté cette sorte de complexité psychologique au début qui, à part un effet de style sur l'accident, avec l'enfant, bon, on voit la poupée, hein, mannequin, à l'effigie de l'enfant qui passe à travers enfin voilà, la vitre, quoi. Bon, oui, c'est presque gratuit, on va dire, dans l'âpreté d'une violence soudaine. Et le film joue là-dessus, sur ces violences, ces hasards qui font que la vie bascule. Et là encore, le hasard va faire que leur vie va basculer, parce que sur cette large étendue d'eau, vous n'avez vraiment pas de bol. Déjà, bon, de tomber sur un bateau, c'est rare, mais en plus sur un psychopathe, à un moment, hein, le destin se joue d'eux. Et donc, ainsi, cette double survie à distance potentielle va être assez intéressante à suivre. C'est-à-dire que vraiment, oui, il y a une idée de jeu, là, sur cette étendue d'eau, où ils ne sont pas dans le même espace, le mari et la femme, qui va être passionnant. Ça prend bien son temps, mais pas plus que cela non plus. Mais là, pour le coup, dans le rythme, sur, on va dire, les deux tiers du film, c'est très bien géré. Un bon petit thriller, comme ça, qui n'en demande pas plus, et qui a des excès de violence, et des moments, évidemment, difficiles à suivre. Difficile à suivre parce que mentalement c'est compliqué, parce que la pauvre Ray, voilà, c'est pas facile. Bon, après il se passe ce qui se passe, évidemment. Billy Zane, il fait très bien le psychopathe, ça c'est sûr. Et alors, Sam Neill a sa présence, c'est-à-dire que c'est toujours la force de Sam Neill, c'est qu'il arrive à avoir quelque chose dans le regard. C'est un acteur qui, dans son faciès, mais surtout là, dans ses yeux, a capté quelque chose très tôt chez moi, fatalement avec Jurassic Park, parce que c'est un peu le reflet de l'émerveillement qu'on pouvait avoir, hein, Alan Grant, du coup. Mais aussi dans In the Mouth of Madness, donc l'antre de la folie de Carpenter, son idée de folie qui venait en lui, enfin, qui subissait, était pas mal interprétée. Alors je parle pas aussi de Possession, mais ça c'est plus tard, qu'un grand film, bien sûr, où Event Horizon, une sorte de folie, hein, évidemment, à la Carpenter / Lovecraft. Finalement, il a fait 2 films Lovecraftiens, Sam Neill, dans sa carrière. Et là, voilà, il porte cette idée-là de force, de charisme, voilà, il doit tenir son rang, parce que vraiment, un film qui... le marié qui vient de... Donc, militaire et tout, qui est vraiment fort et tout, puis bon, l'épouse un peu éplorée, qui subit un deuil. Là-dessus, c'est un trope des années 80, si vous voulez. Mais à un moment, il va insister, il y a des moments où il va un petit peu être à 2 doigts de se noyer et tout. Ça joue parfaitement, il fait sa partition habituelle. Et on ne peut qu'applaudir vraiment cette prestation-là. Un acteur qui a toujours été bon dans les films où il jouait, en fait, quand bien même ceux-ci soient moins bons que d'autres. Nicole Kidman aussi. Alors pour le coup... oui, c'est pas facile à jouer comme rôle. C'est pas facile à jouer, et elle le fait avec un certain brio qui montre ici que ce sera une grande actrice internationale. Je ne sais pas si elle avait percé à l'international déjà à l'époque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà là,
à cette époque en Australie, elle avait peut-être le vent en poupe. Peut-être. Hein. J'avoue, je connais très très peu sa carrière avant Jour de tonnerre, donc ici dans les années 80. Et quand je vois sa page Wikipédia, c'est trop long, donc je ne vais pas vérifier. Un peu compliqué comme ça. Mais voilà, après, dans la mise en scène, je trouve que ça fait le boulot. Ce qui sauve le film, c'est la gestion donc de cette étendue d'eau, de ces bateaux, des huis clos intérieurs, de la tension qui est là et on va dire, se met en place ou qui vivote un petit peu. Travail maritime, travail des levées de soleil ou autres sur la photographie et tout. Le travail est plutôt bien géré, c'est pas éclatant non plus, mais le budget étant ce qu'il devait être hein, aussi. Donc il y a un bon savoir-faire d'un monsieur Philippe Noyce que je connais totalement de réputation, mais je me rends compte que je crois ne l'avoir jamais vu un de ses films avant celui-ci. Je connais Sliver, mais je ne l'ai pas vu. Il y a eu Bonne Collector à l'époque, il me semble que c'était pas bien ça, mais voilà. Il avait fait un film sur l'apartheid aussi, je crois. Mais non, mais il me semble que je n'avais jamais vu de film de ce monsieur. Donc pour le coup ici, le taf est effectué dans une simplicité avec évidemment quelques scènes au début et à la fin qui fonctionnent sur le montage et qui sont assez étonnantes. Mais alors la toute fin, à un moment quand même, j'étais là en train de me dire, d'ailleurs c'est le chef-op, tiens je rends compte, c'est le chef-op des deux Mad Max d'avant et de Razorback. Donc on peut saluer ce travail, on va citer le monsieur de Dean Semler, voilà, et il joue bien avec le reflet de l'eau et le soleil et l'horizon, mais aussi sur des moments un peu plus voilà, sur le pont, les ponts peut-être, ou même quand ça commence à couler. Donc, disais-je, il faut que j'y aille là, The Spoiler, parce que je suis obligé. Bon, spoiler, que se passe-t-il à la fin? Ouais, bon. Alors le psychopathe, oui, il revient, notre mari, il va sauver la situation, mais elle a bien résisté avant Ray, et donc on balance le psychopathe sur une sorte de radeau gonflable, et on le laisse à la mer. Bon. Et tu sais très bien, tu dis, ah, le film ne s'arrête pas là, non, et tu vois que ça dure, ah, tout va bien, le couple est ensemble, et là tu te dis, mais bon, sur le papier, c'est très bizarre en fait. Et on voit le radeau gonflable revenir, il n'y a plus de méchant dessus. Bon, allez, à la rigueur, hein, il est peut-être tombé à l'eau en voyant le bateau, il a, on va dire, nagé en souterrain, parce qu'en effet, pouf, petite trace de main sur la coque, il a réussi à revenir. Ah, c'est du cinéma. C'est-à-dire que ça, c'est purement une fin de cinéma qui défie toute logique. Mais c'est pas grave, c'est exactement dans ce style-là. Vous savez, c'est comme un slasher, thriller slasher. À la fin, le méchant, quand on le croyait mort, revient toujours. Hein. Vous voyez Scream. Hein. Bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas vraiment un slasher. Mais vous voyez. Hein. Bon. Et alors, ouais. À la fin, elle est là, elle se détend, il lui lave les cheveux, son mari, il va aller chercher le petit-déj, et en fait, c'est le psychopathe qui termine le lavage des cheveux. Et alors là, le mari, il arrive à temps, et il lui balance une fusée de détresse dans la gueule. Il y a une scène, et là, ah, c'est over the top. C'est-à-dire qu'il y a cette scène au début avec le gamin qui passe à travers la fenêtre, et à la fin, la fusée de détresse qui passe à travers la voile, et on voit, là, j'ai revu la scène, j'ai fait une petite pause, ouais, il y a un petit effet, là... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un effet, j'allais dire oui, comme dans le dernier pub avant la fin du monde, d'Edgar Wright, si vous voyez, lumineusement. Et oui, bon, superbe. Belle fin pour donner un petit coup de punch dans ta gueule sur le final, mais j'avoue que c'est pas trop, c'est un peu le surplus, mais comme cette introduction avec le thème du deuil qui limite donc... coule complètement avec le reste du film, bon bah à la fin il y a ça, et on rigole un peu plus qu'autre chose en fait. Je ferme la zone spoiler, ah, elle était pas difficile là, non, plutôt, elle était pas facile, cette traversée pour le couple, ah oui on peut dire qu'ils ont traversé des épreuves aussi, ça c'est clair, qu'ils en ressortiront peut-être ou pas grandis, hein. Je vous renvoie à la zone spoiler pour que vous voyez comment ça s'est terminé, vous voyez le film du coup avant. Si vous êtes revenu ici, ce qui est sûr, oui, c'est assez âpre, hein, c'est brut de décoffrage sur pas mal de choses, c'est assez efficace, hein, il faut le dire, mais ça aurait été encore plus efficace si ça avait été totalement dépouillé de limite de cette scène d'introduction. Mais j'insiste, hein, cette séquence-là, bon, oui, mais en fait, bon, derrière, c'est pour revenir à l'instinct, au psychopathe et à l'instinct de survie totale. Ouais, finalement, hein, ça aurait pu être une série B totalement aboutie à 100%, elle l'est à 80% peut-être, mais ça va pas rester dans ma mémoire personnelle. Par contre,
Voilà, Sam Neill. Et on l'oublie pas. On n'oublie pas tout ce qu'il a pu laisser dans notre subconscient et dans le monde du cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs quel est votre film préféré avec Sam Neill ou d'autres que je n'ai pas cités ici. Il y a le son de piano aussi, mais je l'ai vu vaguement une fois très jeune. Je me le refasse. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, on ne part pas de ces caméos dans les films Thor non plus, parce qu'il ne faut pas déconner. Voilà, donc, Calme Blanc, Dead Calm. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Quand même, il y a George Miller qui est pas loin à la prod, mais bon. Je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!